Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau mercredi des sciences. Je suis ravie de vous encore une fois. Bonjour à tous, merci d'avoir encore une fois répondu à l'appel et d'être présent pour ce nouveau mercredi des sciences. Donc, comme toujours, vous recevrez l'enregistrement demain matin par mail avec l'ensemble des liens qui vous seront utiles. Comme toujours, l'enregistrement sera aussi mis du côté de la chaîne YouTube et donc le support, donc le PowerPoint de Céline ainsi que d'autres ressources seront mis en ligne du côté du manuel numérique Max. Donc vous retrouverez à chaque fois pour chaque mercredi des sciences l'ensemble des supports et des ressources complémentaires pour pouvoir exploiter cela en classe avec vos élèves. Donc tout cela se retrouve du côté du manuel numérique Max. Et donc, comme il est l'heure, je ne vais pas prendre plus de temps et je vais vous laisser la parole, Céline, pour votre présentation. Très bien, merci beaucoup et merci de me réinviter donc après cette première session qu'on avait fait il y a quelques mois pour parler de ce que l'ADN peut nous apprendre sur les origines d'Homo sapiens, sur son évolution, sur la manière dont il est sorti d'Afrique et sur la manière dont il s'est adapté à tous les différents environnements qu'il a trouvés hors d'Afrique. Et là, je voudrais revenir un petit peu sur des questions qui nous avaient traversée, en tout cas auquel je n'avais pas eu le temps de répondre la fois précédente, c'est quand Homo sapiens sort d'Afrique, il n'est pas tout seul. Il rencontre d'autres populations, d'autres espèces humaines, et il arrive des choses entre sapiens et ces autres espèces humaines. Donc pour cette présentation, je vais principalement parler des populations européennes. Pour une raison simple, c'est que ça serait très très long d'envisager tout ce qui s'est passé en termes de génétique des populations dans toutes les populations du monde. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, les idées, les méthodes sont les mêmes quand on va étudier les autres populations. Mais je vais me concentrer sur l'exemple européen. Et pourquoi les Européens ? Déjà parce que la France est un pays européen, donc c'est vrai qu'on aime bien regarder où on vient, nous, personnellement. Et aussi parce que, comme beaucoup de chercheurs sont d'origine européenne, c'est une question, c'est surtout l'origine des Européens qui a été étudiée, en fait, plus que l'origine des autres populations humaines. Donc c'est sur ça qu'on a le plus de données et les données les plus précises. Donc voilà. Donc comment s'est construite la diversité génétique des populations européennes qu'on voit actuellement ? Il faut vous rappeler, la fois précédente, nous avions donc vu que Homo sapiens, l'espèce Homo sapiens émerge en Afrique autour de 200, 250, 300 000 ans et qu'on observe chez toutes les populations non africaines d'Homo sapiens un très très fort goulot d'étranglement qui se passe entre 50 et 70 000 ans avant le présent, qui signifie à la fois que toutes ces populations européennes descendent d'une seule sortie d'Afrique principale, ce n'est pas pour autant qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais en tout cas que le cœur de leur patrimoine génétique provient de cette sortie d'Afrique à ce moment-là, qui s'est produite donc il y a 50-70 000 ans. Et il y a 50-70 000 ans, quand on regarde le registre fossile, on réalise qu'on a d'autres espèces humaines un peu partout. Alors ici, par exemple, en bleu, c'est une espèce humaine qui est bien connue, c'est Homo neanderthalensis. En vert sont représentés des sites sur lesquels ont pu être trouvés des Homo erectus asiatiques, pour être ça. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous, Homo sapiens, nos ancêtres, sont sortis d'Afrique et ont rencontré ces différentes espèces humaines? Alors, je vous ai dit qu'il y a comme humains non africains au Pléistocène moyen, il y a 50 000 ans, en fait, on en a plusieurs. Le plus connu, donc, ces populations humaines, ces espèces humaines, sont issues de sorties d'Homo erectus, plus anciennes, parce que même si on a, nous, une sortie d'Homo sapiens qui date d'il y a 50 000 ans, ce n'est pas pour autant qu'il n'y en a pas eu d'autres plus antérieures. La plus ancienne qu'on connaisse a été datée par des fossiles qui ont été retrouvés dans le Caucase autour de 1,8 million d'années. Ces sorties pose la question de combien il y a eu de sorties d'Afrique, depuis quand il y a des sorties d'Afrique. Donc ça, on a déjà une petite idée avec Dmanisi, mais on n'est pas sûr que ce soit la première. Il y en a peut-être eu des plus anciennes. Et quelles ont été les relations génétiques entre Afrique et Eurasie? Ça, c'est les questions pour lesquelles on n'a pas encore les données pour répondre. Qui on trouve il y a 50 000 ans en Europe? Le plus connu, c'est Néandertal. On le connaît depuis 170 ans maintenant, depuis la découverte dans une grotte dans la vallée de Néandertal.
ces fossiles qui nous ressemblent beaucoup, mais qui sont quand même suffisamment différents. On retrouve des Néandertaliens principalement dans tout l'ouest de l'Eurasie. Les plus anciens datent de 250 000 ans. Avant, on leur donne un autre nom, on les appelle Homo heidelbergensis. Les plus récents datent d'il y a 30 000 ans, qui est la date d'extinction de Néandertal en Eurasie. Depuis peu, et grâce à la paléogénétique, on a pu identifier uniquement sur le registre ADN un autre groupe humain qu'on appelle Denisova, qui lui va plutôt être présent en Eurasie de l'Est. Et dans la grotte de Denisova, on retrouve des traces d'occupation dénisovienne de 150 000 ans avant le présent à 40 000 ans avant le présent. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu des occupations plus anciennes ou plus récentes, mais pas pour lesquelles on a des traces. Et puis parce qu'en fait, les 20 dernières années ont quand même été une date de grand fleurissement paléoanthropologique. On a trouvé également des restes fossiles de cet individu qu'on a appelé le Hobbit, qui a été retrouvé il y a à peu près une vingtaine d'années sur l'île de Flores en Indonésie, qui a des traits vraiment extrêmement archaïques, qui laissent que certains pensaient que ça pourrait être peut-être même issu d'une sortie d'Afrique d'Homo habilis et pas d'Homo erectus. On le retrouve en Indonésie et il est daté, alors il y avait eu des dates beaucoup plus récentes, mais c'était des problèmes de contamination du carbone 14. Maintenant, on le date autour de 100 000 à 60 000 ans avant le présent. Et il y a quelques mois, un an et demi peut-être, un maximum, des collègues du Musée de l'Homme ont trouvé donc, dans les Philippines une autre espèce humaine qu'on a appelée Homo luzonensis, avec là des datations qui datent de 67 000 à 50 000. Donc comme vous pouvez le voir, quand Sapiens sort d'Afrique, eh ben, l'Eurasie est quand même peuplée, et bien peuplée, de plein de groupes humains différents. Alors, pour l'instant, la génétique, elle n'a pas permis d'analyser le génome de Flores ni le génome de Luzon parce que ces régions sont des régions qui sont très chaudes, très tropicales. C'est des fossiles qui sont quand même relativement anciens et donc pour lesquels on n'a pas réussi à trouver de données génétiques. En revanche, on a eu des données génétiques sur Néandertal et sur Denisova. Qu'est-ce que nous apprennent ces données génétiques ? Déjà, sur Néandertal, vous pouvez le voir, il y a pas mal de sites sur lesquels de l'ADN néandertalien a pu être exploité et des génomes ont pu être séquencés. Et on se rend compte, quand on compare l'ADN de ces différents sites, qu'on a plusieurs populations néandertaliennes, ce qui n'est pas extrêmement étonnant. On a 2 populations qu'on va retrouver en Sibérie, dans l'Altaï, donc le Néandertal de l'Altaï, le Néandertal de Chargiskaya. Une population néandertalienne qu'on retrouve dans le Caucase, et puis des Néandertals tardifs qu'on va retrouver en Europe, qui sont principalement identifiés grâce à Vindija, le génome de Vindija. Quand on regarde aussi la diversité génétique, on s'aperçoit que ces différents génomes montrent une très forte homogénéité. On a très peu de diversité génétique au sein des génomes de Néandertal. Donc sans doute parce que les populations étaient de très petite taille, les gens se mariaient surtout au sein de leur propre population, il n'y avait pas de flux de gènes entre ces différentes populations. Et dans le cadre même du Néandertal de l'Altaï, on a même un phénomène de consanguinité, c'est-à-dire que cette femme est issue d'un mariage consanguin entre des gens aussi apparentés qu'un grand-père et sa petite-fille ou qu'un oncle et sa nièce ou un neveu et sa tante. Donc on a ces phénomènes de consanguinité qui ne sont quand même pas retrouvés sur les autres génomes néandertaliens qu'on obtient, mais qui montrent quand même les autres génomes une forte endogamie. Quant à la diversité phénotypique, grâce à l'ADN, on peut commencer à s'y intéresser. Alors, à la fin des années 2000, il y a une étude qui a montré que certains néandertaliens avaient des mutations différentes, mais qui causaient le même phénotype que ceux qu'on retrouve chez les roux actuels, c'est-à-dire une peau très pâle et des cheveux roux. Alors, depuis, on représente tous les néandertaliens comme ayant la peau très pâle et les cheveux roux, comme cet enfant. Ces mutations n'ont pas été retrouvées dans tous les génomes néandertaliens. On avait une diversité phénotypique, sans doute de pigmentation, qui était équivalente à celle qu'on retrouve chez Sapiens. Donc, malgré, ou peut-être entre les populations, on avait cette diversité. Donc, ne restons pas sur cette image d'Épinal. Qu'est-ce que l'ADN nous apprend sur Denisova ? Vous voyez déjà que le nombre de croix que je fais pour Denisova est beaucoup plus petit, c'est-à-dire que les seuls génomes qu'on obtient de Denisova proviennent de la grotte de Denisova dans l'Altaï. Ce génome permet de dire que ce génome de Denisova est plus proche du génome de Néandertal que du génome de Sapiens, de la même façon que Néandertal est plus proche du génome de Denisova que du génome de Sapiens. Ça, c'est quand on regarde l'ADN nucléaire. Quand on s'intéresse aux marqueurs uniparentaux, qui sont l'ADN mitochondrial, qui est transmis uniquement par la mère, ou le chromosome Y, qui est transmis uniquement par le père, là, on a un signal différent
sur l'ADN mitochondrial, Néandertal est plus proche de Sapiens que de Denisova, et sur le chromosome Y, Néandertal est plus proche de Sapiens que de Denisova. Et ça, c'est sans doute lié à des flux de gènes qui ont existé il y a très longtemps entre pré-sapiens et pré-néandertaliens qui ont permis à Néandertal d'hériter de ces marqueurs uniparentaux. Donc ça, c'est ce que nous a appris le génome de Denisova. On a retrouvé de l'ADN de Denisova dans des sédiments dans une grotte, donc pas du tout associé à un fossile, dans des sédiments dans une grotte située dans l'Himalaya. Et puis, quand on regarde le génome des populations qui vivent actuellement en Asie de l'Est et en Océanie, on va retrouver également de l'ADN de Denisova à l'intérieur de leur génome, ce qui suggère qu'on avait donc des Denisoviens dans toute cette partie d'Eurasie de l'Est. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on a des fossiles en Eurasie de l'Est, qui sont sans doute des fossiles de Denisoviens, mais on n'a pas d'ADN. Et sur les fossiles qu'on a retrouvés dans la grotte de Denisova, on a de l'ADN, mais les fossiles sont trop endommagés, sont trop fragmentés pour qu'on arrive à en déduire des informations pertinentes sur la morphologie de Denisova. Donc on n'arrive pas à faire le lien encore pour l'instant entre ces fossiles qui sont sans doute denisoviens et cet ADN retrouvé dans la grotte de Denisova. Et donc parce qu'on n'a pas d'informations morphologiques, on ne sait pas très bien à quoi Denisova ressemblait. Peut-être la seule information factuelle que l'on ait, c'est qu'on ne retrouve pas chez Denisova une mutation qu'on a chez Néandertal qui cause la courbure particulière ou l'absence de courbure particulière de Néandertal. Donc là-dessus, Denisova était plus proche de nous. L'autre chose qu'on sait sur Denisova, parce qu'on a quelques dents, c'est qu'il avait sans doute une morphologie plus robuste. En tout cas, les Denisoviens de l'Altaï avaient une morphologie plus robuste que les Sapiens et les Néandertals. Je ne vais pas trop vous parler, enfin, je vais quasiment plus vous parler de Denisova maintenant parce qu'on va se concentrer donc justement sur ce qui s'est passé dans l'Eurasie de l'Ouest et en Europe et dans lequel on n'a pas de flux de gènes qui parlent de Denisova. Alors déjà, je vous ai dit, ces flux de gènes, comment est-ce qu'on les étudie? Comment est-ce qu'on va les mettre en évidence? En fait, d'une manière très simple. Pour mettre en évidence ces flux de gènes, il suffit de savoir compter. Vous prenez un arbre phylogénétique, comme ça, vous avez deux populations, par exemple deux populations de sapiens, ce qui vous intéresse, un génome archaïque qui aurait peut-être potentiellement participé à un métissage avec l'une ou l'autre de ces populations. Et on va compter les allèles dérivés partagés entre le génome archaïque et le génome de la population 1, puis entre le génome archaïque et le génome de la population 2. On va les compter et si on a une valeur qui est différente, qui est significativement différente, ça veut dire qu'on a eu un flux de gènes favorisé entre le génome archaïque, la population archaïque et l'une des deux populations testées. Par exemple, on peut faire ça en prenant Néandertal comme archaïque et puis deux individus de deux populations africaines comme population 1 et population 2. Et quand on fait ça, on ne voit pas de différence significative dans le nombre d'allèles dérivés partagés avec Néandertal. Donc on n'a pas eu de métissage particulier entre Néandertal et l'une ou l'autre de ces populations africaines. Pas plus. C'est-à-dire que c'est balancé. On en a eu autant de part et d'autre, mais on peut en avoir eu. Enfin, voilà. Si on fait la même chose en prenant comme population 1 des populations africaines et comme population 2 n'importe laquelle des populations non africaines présentes aujourd'hui, donc des Européens, des Asiatiques, des Sibériens, mais également des populations océaniennes ou amérindiennes, et bien là, on va trouver qu'on a beaucoup plus d'allèles dérivés partagés avec Néandertal que pour la population africaine. Donc, on a un métissage plus important de Néandertal avec les ancêtres des populations non africaines actuelles que de Néandertal avec les ancêtres des populations africaines actuelles. Donc, c'est avec juste ces questions de comptabilité qu'on va pouvoir mettre en évidence ces flux de gènes. Qu'est-ce qu'on sait maintenant sur ce métissage? Eh bien, la première chose, c'est que c'est partagé entre toutes les populations non africaines, y compris Oustishim, qui est le plus vieux génome sapiens qui a été séquencé, qui a été retrouvé en Sibérie et qui date de 45 000. Donc, on retrouve ce métissage avec Néandertal chez l'ensemble des humains non africains actuels. Ça veut dire que ce métissage avec Néandertal, il est sans doute antérieur à la divergence des populations non africaines en Eurasie. C'est avant qu'elles commencent à se séparer pour aller peupler l'ensemble de l'Eurasie, puis l'Océanie et l'Amérique, que ces populations ont connu ce flux de gènes avec Néandertal. L'autre chose qu'on observe, c'est que ce flux de gènes est relativement faible. On a environ 2 à 2,5% du génome des Eurasiatiques actuels qui provient de Néandertal. 2 à 2,5%, c'est assez faible. Et ça signifie qu'on a eu peu d'événements de métissage ou une très forte sélection négative contre les allèles néandertaliens. Enfin,
quand on regarde le génome de Néandertal qu'on retrouve dans le génome des sapiens, on observe d'abord qu'on a une grande homogénéité de l'ADN reçu de Néandertal. Je vous ai dit, on a une homogénéité intrapopulationnelle, mais une différence entre les différentes populations. Ben là, ça semblerait indiquer qu'on a une seule population néandertalienne qui est impliquée dans ce métissage avec sapiens. Et cette population impliquée, on ne la connaît pas. C'est-à-dire que le génome de Néandertal qu'on a dans notre génome, il ne correspond pas du génome des populations néandertaliennes européennes, ni au génome des populations néandertaliennes du Caucase, et encore moins au génome des populations néandertaliennes de l'Altaï. Alors à partir de là, c'est difficile, en se fondant sur des arguments négatifs, d'arriver à trouver quelle population a été impliquée. Cependant, si on met ensemble à la fois la présence de cette... que ce métissage est antérieur à la divergence des populations non africaines, et le fait qu'on avait une région du monde dans laquelle on avait des néandertaliens, mais pour laquelle on n'a pas réussi à avoir d'ADN parce qu'il fait trop chaud et que l'ADN est mal préservé, qui est le Proche et le Moyen-Orient, on pourrait supposer que ce métissage s'est produit juste après la sortie d'Afrique, au moment où Sapiens passait dans le Proche ou le Moyen-Orient. Alors, donc cette question du quand, on va la voir un petit peu. Je voudrais juste revenir avant sur cette question on a peu d'ADN archaïque dans les génomes d'Homo sapiens. On a deux possibilités. Donc, pour ça, c'est déjà qu'il y a eu peu d'événements de métissage. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un événement de métissage, ça va être une rencontre entre Néandertal et Sapiens, une relation sexuelle, une fécondation, la naissance d'un bébé et un bébé qui va grandir, atteindre l'âge adulte, être fertile et se reproduire. Déjà, on avait des arguments qui tendaient à dire que les événements de métissage étaient rares. C'était par exemple qu'on n'avait pas de traces d'Homo sapiens, d'ADN d'Homo sapiens dans les néandertaliens tardifs. Alors, on va voir après qu'en fait, sur les sapiens anciens qui sont arrivés en Europe anciennement, on a pas mal de métissage avec Néandertal. Donc, en fait, ils étaient sans doute relativement fréquents, en tout cas tardivement. L'autre possibilité, et qui là est démontrée par la biologie, c'est qu'on a potentiellement eu la mise en place d'une barrière d'espèces. Déjà, on a dans le génome de Sapiens des déserts, des régions du génome sur lesquelles on n'a aucun allèle ni néandertal ni dénisovien. Il semblerait que c'est des régions dans lesquelles c'est extrêmement important d'avoir à ce moment-là les allèles Sapiens et pas les allèles d'une autre espèce. On n'a pas d'introgression du chromosome Y néandertalien ni du chromosome Y dénisovien chez Homo sapiens. En plus, sur ce chromosome Y néandertalien, on voit un certain nombre de mutations dans des gènes qui sont des mutations faux sens, qui vont conduire à la synthèse de protéines avec une séquence d'acides aminés différente de celle qu'on trouve chez Sapiens. Or, certains de ces gènes interviennent dans le système immunitaire, et en particulier au moment de la grossesse. C'est-à-dire quand une femme est enceinte d'un fœtus, elle porte dans son corps un individu qui a la moitié de son génome qui est différent du sien. Puis quand elle est enceinte d'un fœtus mâle, elle porte dans son corps un enfant dont une partie du génome appartient au chromosome Y, c'est-à-dire un chromosome qu'elle n'a pas, elle, dans son génome. Donc on a tout un mécanisme du système immunitaire qui va prévenir les fausses couches, éviter que le système immunitaire se dérègle et attaque ce fœtus pour permettre une grossesse paisible. Et bien, certaines de ces mutations touchent des gènes qui interviennent dans cette réponse immunitaire. Donc potentiellement, quand une femme sapiens était enceinte d'un nourrisson, d'un fœtus mâle hybride avec Néandertal, donc qui possédait le chromosome Y de Néandertal, ça aboutissait fréquemment ou trop fréquemment à une fausse couche, ce qui a conduit donc à l'absence de flux de gènes de transmission du chromosome Y. Puis l'autre chose qu'on observe, c'est l'absence d'ADN, d'allèles néandertaliens, d'allèles dénisoviens dans un certain nombre de gènes. Alors, les gènes qui sont impliqués, qui sont exprimés dans le cortex cérébral, mais ça, c'est sans doute lié à une sélection de la part de Sapiens sur cet organe extrêmement particulier, mais également des gènes qui sont exprimés dans les testicules et des gènes qui sont impliqués dans la méiose. Donc là aussi, ça témoigne déjà d'une stérilité des hybrides mâles, voire même s'ils arrivaient à naître, et donc d'une barrière de métissage, d'une barrière au flux de gènes, d'une barrière d'espèces qui est en cours de mise en place entre Sapiens et Néandertal. Je voulais maintenant revenir sur cette question de quand date le métissage. Comment dater le métissage? Pour ça, on va utiliser un phénomène bien connu, qui est le phénomène de recombinaison. Imaginez, on a ici le génome d'un enfant qui est issu
de cet enfant-là, voilà, de celui-là qui a la moitié de son génome qui provient de sa mère sapiens et l'autre moitié qui provient de son père néandertal. Au moment où cet enfant, peut-être cette petite fille justement, cette femme va créer ses gamètes, on va avoir un phénomène de recombinaison lors de la méiose, et donc dans ces gamètes, on va retrouver des chromosomes recombinés entre sapiens et néandertal. Et puis, ces descendantes ou ces descendants vont eux aussi faire de la méiose, et donc au fur et à mesure, cet haplotype d'origine néandertalienne va avoir un risque de se faire couper en deux, et donc va diminuer en taille au fur et à mesure des générations. Alors, il va parfois peut-être acquérir via un mariage avec quelqu'un d'autre qui a de l'ADN néandertalien, des petits fragments d'ADN d'origine néandertalienne. Donc, la proportion d'ADN néandertalienne restera peut-être constante au cours du temps, mais la taille des haplotypes d'origine néandertalienne, elle, va diminuer au cours des temps. Et donc, c'est cette caractéristique qui a été utilisée pour dater le métissage entre sapiens et néandertal. Pour ce faire, des chercheurs donc, de l'équipe de Svante Pääbo, qui est l'équipe qui a principalement travaillé sur cette question du génome de Néandertal et du métissage sapiens-néandertal, ont récupéré des génomes d'Homo sapiens actuels, d'origine asiatique pour les Han, européenne pour les Français, africaine pour les Dinka, et puis des génomes anciens, donc Oustishim, 45 000 ans, dont je vous parlais déjà, retrouvé en Sibérie, le plus ancien génome de sapiens jamais séquencé, Kostenki, qui est un peu plus jeune, mais à peine, qui a 37 000 ans, qui a été retrouvé dans l'ouest de la Russie. Quand ils ont compté, donc là, sur cette figure, ils ont dessiné la place des allèles néandertaliens dans le génome. Et vous voyez que pour les 4 génomes les plus récents, donc Kostenki et les 3 génomes actuels, on a des allèles néandertaliens qui sont quasiment ponctuels. Mais en revanche, pour Oustishim, on voit que ces allèles sont encore organisés sous forme d'haplotypes d'origine néandertalienne, donc avec une taille de ces régions néandertaliennes qui est beaucoup plus importante. Et donc, en comptant la taille de ces régions d'origine néandertalienne, on a pu mettre en évidence que le métissage avec Néandertal, chez les ancêtres d'Oustishim et chez nos ancêtres également, s'était fait il y a environ 50 à 60 000 ans avant le présent. Donc, juste au moment de la sortie d'Afrique, ce qui irait dans la direction de ce métissage au Proche ou au Moyen-Orient. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on a eu ce métissage, immédiatement après la sortie d'Afrique. Mais quand on a découvert des Homo sapiens anciens en Europe, on a pu séquencer leur génome. Alors pour OASE1, ici, qui a été retrouvé en Roumanie, qui date d'à peu près 40 000 ans, c'était très compliqué parce que l'ADN avait été très contaminé par de l'ADN moderne, mais les chercheurs se sont débrouillés pour réussir à différencier ADN moderne contaminant et ADN ancien de OASE1. Et donc, ils ont fait la même approche, ils ont compté sur les chromosomes où on retrouvait des allèles d'origine néandertalienne. Et vous voyez que contrairement à Oustishim, pour lequel on a des assez courts fragments, même si c'est des fragments d'haplotype, mais assez courts fragments d'origine néandertalienne, pour OASE1, c'est quasiment la moitié du chromosome qui provient de Néandertal. Et ce fragment est tellement long, ces fragments sont tellement longs, là je vous le montre sur le chromosome 12, mais il y a d'autres chromosomes la même observation, qu'on peut considérer qu'il avait un ancêtre néandertalien qui était un arrière-arrière-arrière ou arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, bref, 100 ans avant sa naissance. Et très récemment, il y a quelques semaines, ont été publiés des nouveaux génomes d'Homo sapiens, des premiers Homo sapiens en Europe. Et on voit aussi dans la moitié de ces génomes des flux de gènes très récents de la part de Néandertal. Donc, dans cette région-là, on a beaucoup de métissage avec Néandertal, entre Néandertal et les premiers sapiens en Europe. De façon assez intéressante, on n'en a pas dans l'autre sens. On ne trouve pas d'ADN sapiens chez les Néandertaliens. Alors là, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même une contradiction, parce que juste avant, vous nous avez dit, on ne sait pas quelle est la population qui est impliquée dans le métissage avec Néandertal, ce n'est pas les Néandertaliens européens, peut-être proches au Moyen-Oriental, et là, vous nous dites maintenant qu'on a plein de flux de gènes entre les premiers sapiens européens et les Néandertaliens européens. Mais en fait, non, ce n'est pas si contradictoire, parce que là, je vous parlais de ce qu'on retrouve dans le génome des populations actuelles, et là, je vous parlais de ce qu'on retrouve dans le génome de ces premiers sapiens européens. Or, ces premiers sapiens européens n'ont pas contribué à la diversité génétique actuelle qu'on retrouve dans le génome
qu'on retrouve dans notre génome à nous, dans le génome de n'importe quelle population dans le monde. Alors que donc là, ce sont les ancêtres des populations humaines actuelles. Donc on a eu ces flux de gènes avec Néandertal, mais qui ont été en quelque sorte dans un cul-de-sac, qui n'ont pas été transmis aux générations suivantes. Et donc, justement, ça me fait la transition vers la partie suivante, qui est qu'est-ce qui s'est passé après l'arrivée de ces premiers sapiens en Europe? Qu'est-ce qui s'est passé pour atteindre les populations qu'on trouve aujourd'hui? Alors, je vais vous faire un bref rappel historique sur le Pléistocène supérieur. Donc, le Pléistocène supérieur, c'est cette période durant laquelle on a des Homo sapiens en Eurasie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un événement climatique majeur, qui est le dernier maximum glaciaire, il y a à peu près 20 000 ans, et on a eu une succession donc, de différentes populations, de différentes cultures, si on se fonde juste là-dessus pour commencer, de différentes cultures humaines. Les plus anciens restes, je vous ai dit, c'est oaséen, à peu près 40 000 ans, on a quelques autres compagnons, mais on a très peu de données sur ces premières occupations humaines. En revanche, quelques milliers d'années après, on commence à avoir beaucoup plus de données archéologiques, et en particulier, on retrouve donc plein d'artefacts qui permettent de définir la culture aurignacienne. Alors, elle est connue, cette culture aurignacienne, parce que c'est la culture qui a donné naissance à la grotte Chauvet. Lui succède, quelques milliers d'après, une autre culture qu'on appelle la culture gravétienne, qui est connue en particulier par ses Vénus, comme la Vénus de Willendorf ici, assez imposant. Après, pendant le dernier maximum glaciaire, on a une autre culture qu'on appelle la culture solutréenne, qu'on connaît en France grâce à la roche de Solutré. C'est les Solutréens, c'est une population de culture solutréenne qui chassaient les chevaux en haut de la roche de Solutré pour les précipiter en bas. Et on a des traces archéologiques, comme par exemple ce bas-relief ici. Lui succède la culture magdalénienne, qui est identifiée par la grotte de Lascaux, par exemple, et puis la fin du Paléolithique, donc la fin du Pléistocène, avant le changement climatique correspondant à l'Holocène et le changement culturel correspondant au Néolithique, voit se succéder plusieurs cultures qu'on appelle épipaléolithiques, mésolithiques, où on a une diminution de la taille des objets, le début de la chasse au tir à l'arc, la fabrication de pointes de flèches extrêmement fines et ciselées, ou comme ici ce harpon. Et donc, il y a eu une étude génétique qui a été faite sur des individus de ces différentes cultures, associés à ces différentes cultures, sauf le solutréen, pour lesquels on n'a pas d'échantillons qui ont donné de l'ADN. C'est très compliqué de faire ce genre d'analyse, déjà parce qu'il y a très peu de fossiles. On avait très peu d'Homo sapiens actuellement à cette période en Europe, donc très peu de gens qui mouraient. En plus, les pratiques funéraires n'étaient pas souvent compatibles avec la préservation des ossements. L'ADN est ancien, on a donc une mauvaise préservation de l'ADN et c'est des restes qui ont été manipulés par beaucoup de chercheurs. Donc, on a de contamination par de l'ADN moderne des chercheurs. Et puis, le dernier point, c'est que, comme je vous dis, c'est des fossiles très rares. Or, les études de paléogénétique, c'est des analyses destructives. Donc, souvent, les collègues ne sont pas forcément très contents quand on dit qu'on va percer des petits trous un peu partout, en n'étant même pas sûr d'arriver à trouver du matériel génétique sur lequel travailler. Donc, ce n'est pas des analyses très faciles, mais voilà, il y a eu des analyses qui ont été faites avec quelques dizaines d'échantillons et qui ont permis d'aboutir à cet arbre. Donc, chacun de ces ronds va représenter une population ou un génome en particulier, symbole d'une population. Donc, on retrouve ici Oustichim et ici Kostanki 14, dont je vous parlais, cet individu russe. Donc, vous voyez qu'on a trois grands lots de population, on va dire la population verte, la population rouge et la population bleue. La population rouge, elle est identifiée par un individu qui est associé à la culture aurignacienne. Donc, on n'a qu'un seul génome là, pour l'aurignacien, mais on associe cette culture aurignacienne à cette population rouge. Après, je vous ai dit, c'est le Gravétien. Eh bien, les Gravétiens, ils ne descendent pas du tout des aurignaciens. Ils appartiennent à une autre population qui, elle, est proche de la population verte, identifiée par plusieurs individus, dont celui de la grotte de Vestonice. Et puis, on n'a personne pour le solutréen, mais après le dernier maximum glaciaire, les Magdaléniens, là aussi, on a plusieurs individus associés au cluster Elmiron, à la population d'Elmiron, qui sont issus d'un flux de gènes ou d'un métissage entre ces aurignaciens rouges, ou les descendants des aurignaciens rouges, et puis des membres de cette population bleue qu'on va associer, elle, à l'épipaléolithique et au mésolithique. Voilà, donc les populations de cette période, de la toute fin du Paléolithique, sont associées à un flux de gènes plus ou moins important entre la population bleue Villabruna et la population rouge qu'on retrouve, descendante des aurignaciens. Et donc, vous voyez qu'on a ainsi, en Europe, au Paléolithique, une succession
de différentes populations, chacune venant avec sa culture et se remplaçant les unes les autres au gré des changements climatiques ou d'autres événements qu'on ne connaît pas encore. Et qu'est-ce qui se passe après le Mésolithique? Eh ben, peut-être l'événement, excusez-moi, je vais éternuer. Non, c'est bon. Peut-être l'événement le plus important, le plus majeur de l'histoire de l'humanité depuis la découverte du feu, la révolution néolithique. Au Mésolithique, on a des individus qui sont plutôt nomades, même si, comme le climat s'améliore, on a une tendance à la sédentarisation, alors qu'au Néolithique, les populations sont sédentaires, elles restent durant toute l'année sur les mêmes endroits, les mêmes sites. Au Mésolithique, on a une très faible densité de population, alors que le Néolithique voit une augmentation de la densité de population dont nous ne sommes pas encore sortis. Le début de l'exponentielle dans laquelle nous sommes en termes d'augmentation de la taille de la population humaine, elle commence à ce moment-là. Les individus, donc les outils ne sont pas les mêmes. On voit le développement au Néolithique de la céramique, le développement de la pierre polie. Et puis, les ressources nutritives ne sont pas les mêmes. Au Mésolithique, on se nourrit à partir de chasse, de cueillette. Alors souvent, on va montrer des grands animaux, des grands mammifères comme des cervidés, mais en fait, la seule analyse du régime d'une petite fille mésolithique qu'on a eue montre que son repas précédent, elle avait mangé du canard colvert et des noisettes. Donc, il faut aussi penser que le gibier n'est pas que les grands animaux, mais ça peut être également des oiseaux de plus petite taille. Puis sur les sites archéologiques au Mésolithique, on retrouve beaucoup de coquilles de crustacés également. Au Néolithique, on a domestiqué les chèvres, les moutons, les vaches, les cochons, et donc on se nourrit de ces animaux qu'on a domestiqués. Et puis on a également domestiqué le blé. Ici, c'est du blé sauvage, dont se nourrissaient les chasseurs-cueilleurs, bien sûr, mais on l'a domestiqué et on pratique l'agriculture au Néolithique. Donc on a tout ce changement culturel, ce package néolithique qui est extrêmement important. La révolution néolithique, elle émerge dans plusieurs foyers. En tout cas, le foyer dont l'Europe dépend, c'est le foyer du Proche et du Moyen-Orient, et une diffusion progressive qui se passe à partir de ce foyer vers la Turquie, Anatolie, la mer Égée, et puis ensuite via deux vagues, une vague qu'on dit continentale, rubanée, une voie qu'on dit méditerranéenne ou cardiale. Et la question qui se pose et que les archéologues essayent de répondre, auxquelles les archéologues essayent de répondre depuis des décennies, c'est qu'est-ce qui migre à ce moment-là? Est-ce que c'est les humains? Est-ce que c'est les gens qui pratiquent le néolithique? Des fermiers qui, petit à petit, génération après génération, vont s'installer de plus en plus loin en Europe? Ou est-ce que c'est les idées, c'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs locaux qui s'aperçoivent que leurs voisins se sont mis à une pratique qui n'était pas forcément inintéressante et qu'on allait peut-être faire comme eux? Et ça, c'est une question à laquelle la génétique permet de répondre. Donc, pour cette révolution néolithique, il y a plusieurs études qui ont été faites. Ici, je vous présente un type de résultat qu'on appelle une analyse en composantes principales, une ACP. L'idée, c'est de représenter chaque individu, le génome de chaque individu par un point. Plus les points sont éloignés, plus les génomes sont différents, plus les points sont rapprochés, plus les génomes sont proches. Donc ici, c'est sur les populations actuelles d'Eurasie de l'Ouest, où on a des populations européennes ici, nord de l'Europe, sud de l'Europe, des populations méditerranéennes et des populations... vous voyez ma souris? Oui, oui. OK. Et des populations proches et moyen-orientales ici, donc avec des Bédouins, Proche-Orient, Iran et Caucase qui sont représentés là. Quand on compare les génomes anciens à ces populations récentes, eh ben, on s'aperçoit donc, que les chasseurs-cueilleurs se situent par là, donc différents, mais moins éloignés peut-être des populations du nord de l'Europe que des autres populations. Et les premiers agriculteurs d'Anatolie sont représentés ici en orange. Donc, on a vraiment une différenciation génétique très forte. Et quand on regarde les premiers agriculteurs en Europe, qui sont représentés par les points rouges, jaunes ici, ils sont extrêmement proches des agriculteurs anatoliens et très différents génétiquement des chasseurs-cueilleurs mésolithiques européens qui pourtant étaient à la même place, à la même endroit géographique, voire même sont encore pour certains au même endroit géographique. Donc on a bien cette discontinuité génétique qu'on observe entre le mésolithique et le néolithique. Donc on a bien un remplacement de population, une migration des populations anatoliennes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on voit que les agriculteurs du néolithique plus tardif, ce qu'on appelle le néolithique moyen, incorporent dans leur génome des allèles qui proviennent de ces chasseurs-cueilleurs mésolithiques ici. C'est-à-dire qu'on a un métissage entre ces agriculteurs, les nouveaux venus,
ici, et les descendants des chasseurs-cueilleurs mésolithiques là. Et ce n'est pas le seul événement qui se produit, parce que si vous voyez, je vous ai dit, les Européens actuels, bon, à part les Sardes, qui sont très particuliers, qui sont représentés ici, mais les Européens actuels, ils correspondent ni aux chasseurs-cueilleurs mésolithiques, ni aux agriculteurs néolithiques. Donc, il se passe encore quelque chose. Et cet événement, c'est à la fin du néolithique et au début de l'âge du bronze, la migration de populations d'éleveurs des steppes pontiques, donc des steppes de l'Ukraine, de l'ouest de la Russie, qui vont petit à petit venir en Europe et se métisser avec les descendants des agriculteurs du néolithique moyen. Alors, ce flux de gènes, il se produit dans le sens là, mais pas que. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le génome des éleveurs des steppes pontiques de plus en plus d'ADN au fur et à mesure qui provient de ces agriculteurs du néolithique moyen. Vous voyez que les populations européennes, elles vont ensuite se différencier ou s'étendre en fonction de l'importance de leur ancestry, de leur patrimoine génétique qui provient de chacune de ces trois populations, chasseurs-cueilleurs mésolithiques, agriculteurs néolithiques et population des steppes. Si on prend le génome d'un individu français, donc on va retrouver à peu près, mais ça va dépendre de façon interindividuelle et ça va aussi beaucoup dépendre de la géographie de l'endroit où il est, mais en moyenne, c'est à peu près la moitié du génome qui descend de ces éleveurs des steppes pontiques, 45% des agriculteurs anatoliens et 5% du génome de ces chasseurs-cueilleurs mésolithiques. Alors, ça a eu quoi comme impact sur notre phénotype, ces différents phénomènes de métissage? Le métissage avec les Néandertals, au final, pas grand-chose. Je vous ai dit, les Néandertaliens, ils vivaient dans des populations de toute petite taille, avec beaucoup d'endogamie, et donc ça, c'est beaucoup de consanguinité, et donc ça, c'est propice pour l'émergence d'allèles délétères, en tout cas beaucoup de dérives génétiques et la sauvegarde des allèles délétères. Donc au final, ce qu'on observe, c'est qu'on a principalement eu de la sélection négative contre les allèles néandertaliens, parce que grosso modo, ils étaient plutôt mal adaptatifs. Mais on trouve quand même certains allèles d'origine néandertalienne qui ont survécu, voire même qui ont été sélectionnés positivement et qui vont conduire à un système immunitaire plus réactif, donc plus d'allergies, un stockage des lipides plus efficace, une peau fortement kératinisée, etc. etc. Alors ça, aujourd'hui, on a tendance à voir ça de façon plutôt négative. Effectivement, stocker des lipides de façon très efficace, ce n'est pas forcément très bien vu. Avoir beaucoup d'allergies, ce n'est pas génial. Mais il faut aussi se rendre compte qu'on a changé profondément d'environnement ces dernières générations et que potentiellement des choses qui étaient adaptatives, un système immunitaire qui protège mieux contre les pathogènes, un stockage des lipides qui permet de mieux survivre lors des famines, une peau fortement kératinisée qui va être plus résistante aux blessures, pouvaient être adaptatifs pendant les 40 000 ans de paléolithique qu'on a eu depuis le métissage avec Néandertal, voire même les 10 000 ans de vie néolithique qu'on a eu depuis le début de l'Hodocène, et devenir mal adaptatifs dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui. À quoi ressemblaient les derniers chasseurs-cueilleurs mésolithiques européens? On a une certaine homogénéité dans le phénotype et qui ressemble à cette petite fille. Donc c'est elle qui mangeait du canard et des noisettes. Elle a mâché un chewing-gum dont on a pu extraire l'ADN. Et quand on regarde les allèles qu'elle a, elle a des allèles qui sont associés aujourd'hui à des cheveux sombres. Elle n'a pas les allèles qui sont associés aujourd'hui à la peau claire chez les Européens, donc elle avait sans doute la peau foncée. Et en revanche, elle a les allèles qui sont associés aujourd'hui aux yeux clairs, aux yeux bleus. Donc on a ce phénotype des chasseurs-cueilleurs mésolithiques qui est assez original et qui détonnerait sans doute aujourd'hui si on les voyait. C'est avec les agriculteurs anatoliens qu'on voit arriver l'allèle du gène SLC24A5 qui est associé dans toute l'Europe de l'Ouest, dans toute l'Eurasie de l'Ouest, avec un teint clair. En revanche, ces agriculteurs anatoliens ont des cheveux sombres et des yeux sombres. Grosso modo, génétiquement, ils sont quasiment identiques aux sardes actuels. Donc, si vous voulez vous faire une idée de ce à quoi ils ressemblaient, vous pouvez regarder un sarde. Et puis, c'est avec l'arrivée des éleveurs des steppes qu'on voit arriver en Europe et se diffuser en Europe l'allèle associé avec des cheveux blancs. Chez ces éleveurs des steppes, on a plus de diversité dans l'apparence. Certains avaient les cheveux sombres, d'autres les cheveux clairs, certains avaient les yeux sombres, d'autres les yeux clairs. En tout cas, ils avaient tous la peau claire puisqu'ils partagent le même allèle avec les agriculteurs anatoliens.
Et puis, c'est une grande question qui reste ouverte, mais on est de nombreux chercheurs à penser que l'allèle qui permet la persistance de la lactase à l'âge adulte chez les Européens, donc la capacité à boire du lait frais, riche en lactose, à l'âge adulte chez les Européens, s'est sans doute diffusé en Europe via la migration de ces populations des steppes, même si certains disent qu'en fait, non, ça a émergé chez les agriculteurs du néolithique et s'est diffusé à cette occasion. Ça reste une question ouverte. Donc au final, si vous voyez ces différents flux de gènes et l'impact que ça a eu sur notre phénotype, quand on prend l'exemple du phénotype arien, blond aux yeux bleus avec la peau très pâle, et ben cet exemple de phénotype, il est le produit d'un métissage entre 3 populations qui chacune ont apporté leurs allèles différents pour y aboutir. Donc, il n'y a pas vraiment de race pure, il n'y a pas vraiment de population pure. Chaque population, à un moment donné, est le produit du métissage de plusieurs populations dans son passé, dans son histoire, puisque n'oublions pas qu'elle est le produit d'un métissage entre les Villabruniens et les Goyais. Et lui, je ne rentre pas dans les détails, mais il est le produit d'un métissage entre des chasseurs-cueilleurs est-européens et des chasseurs-cueilleurs du Caucase. Donc, toutes ces populations se sont brassées et ont dans leurs ancêtres plein d'autres populations différentes. Alors, il n'y a pas que des allèles différents que ces populations nous ont apportés. C'est difficile de savoir l'impact sur la culture du métissage avec Néandertal. Je vous avoue, on n'a pas beaucoup de traces. C'est aussi difficile de connaître ce qu'on a hérité de ces populations du Mésolithique. En revanche, on sait très bien ce que les agriculteurs anatoliens nous ont apporté, l'agriculture, l'élevage, la céramique, le tissage et sans doute une certaine forme d'organisation du territoire. Les populations des steppes, elles, ce sont le chariot à roues qu'elles nous ont légué, la domestication du cheval. Des analyses de philo-linguistique suggèrent qu'un certain nombre de nos contes et légendes, La Belle au bois dormant, Cendrillon, proviennent également de ces populations des steppes et se sont transmis de façon orale durant les 3 à 4 000 ans depuis qu'elles sont arrivées en Europe. Et une grande question est ouverte également sur la diffusion des langues indo-européennes, puisqu'il semblerait bien que ce soit également ces populations des steppes qui aient permis leur diffusion dans tout l'ouest de l'Eurasie. Donc notre culture aussi est le produit d'un métissage, d'un brassage entre ces différentes populations ancestrales. En conclusion, j'espère vous avoir démontré que les humains actuels, quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde, sont le produit de nombreux métissages avec d'autres espèces humaines. Donc, on a beaucoup parlé du métissage entre les Européens, entre Néandertal et Sapiens en Europe. Il y a eu d'autres métissages qui sont produits avec Denisova en Asie et en Océanie. Et puis en Afrique, c'est difficile d'avoir des démonstrations aussi claires parce qu'on n'a pas d'ADN ancien qui se préserve, pas d'ADN aussi ancien qui se préserve. Mais quand on regarde dans le génome des Africains actuels, on retrouve des traces qui sont sans doute laissées par du métissage avec des espèces archaïques locales. Et puis, depuis la sortie d'Afrique, et depuis toujours, en fait, on a des migrations, métissages qui se produisent avec d'autres populations humaines. Alors, il y a eu un très fort phénomène de migration qui a été associé au développement de l'agriculture. En Europe, on l'a vu, mais également en Asie du Sud-Est, en Afrique, puisque l'agriculture, l'élevage, le néolithique, de façon générale, permet une augmentation extrêmement importante de la densité de population. Et donc, petit à petit, ces populations ont besoin de migrer pour aller trouver de nouvelles terres à cultiver de plus en plus loin. Mais ce n'est pas forcément le cas. Quand on regarde l'arrivée de l'agriculture en Iran, qui descend elle aussi du foyer proche et moyen-oriental, ça s'est fait là juste par migration des idées et pas par migration des populations. Et puis, on a également ces migrations des populations des steppes qu'on retrouve donc chez nous en Europe, mais en fait qu'on identifie également dans tout le sud de l'Asie jusqu'en Inde et également dans certaines populations qu'on va retrouver à la frontière ouest de la Chine où ces populations se sont diffusées. Alors, quelles sont les sources de ces migrations? On en a déjà un petit peu parlé. Les changements démographiques typiquement associés à l'agriculture, les changements environnementaux. Visiblement, le dernier maximum glaciaire a quand même conduit à un remplacement complet des populations du Paléolithique en Europe, mais également les transformations culturelles sur ces migrations des populations des steppes qui sont vraiment allées partout et qui se sont déplacées extrêmement vite. On pense que l'invention du char, la domestication du cheval ont dû sans doute jouer un rôle important sur ces migrations, et ainsi que les voies commerciales qui peuvent s'établir et faciliter là aussi les déplacements de population. Je vous ai remis quelques sources bibliographiques comme la dernière fois, donc des livres que vous connaissez déjà, puisqu'en fait,
nous avons séparé entre les différentes thématiques, mais dans ces livres, les deux thématiques sont traitées en même temps. Et puis également quelques reviews, alors en anglais malheureusement, qui permettent de faire une synthèse de ces différents flux de population. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup Céline, merci à tous pour votre écoute et bien sûr comme toujours, donc n'hésitez pas à venir donc, poser toutes vos questions dans le petit outil donc, de conversation. On attend donc vos questions. En tout cas, merci déjà pour les remarques et vos remerciements. Voilà, Merci. on a beaucoup de remerciements, que Merci c'était beaucoup. très intéressant. En effet, c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, si vous avez des questions aussi pour pouvoir continuer l'échange un petit peu, n'hésitez pas à les poser. On sera ravis du coup. Alors, peut-être pour meubler, en attendant les questions, moi, c'est des thématiques que je trouve très intéressantes parce que c'est des thématiques qui sont transversales. Et je sais que vous, en tant qu'enseignant, vous avez parfois des projets à mener avec des collègues. Et là, on a vraiment un lien qui est extrêmement fort entre ce que la biologie peut étudier et ce que l'histoire peut étudier. Alors, plus l'archéologie, parce qu'on est plutôt sur des périodes préhistoriques. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup ce lien qu'on peut faire entre ces mouvements de population, l'impact sur le phénotype, l'impact sur la biologie des individus et l'impact culturel de ces migrations et métissages. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur la date approximative à laquelle sont apparus les Homo sapiens. C'est très, très compliqué parce que, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Homo sapiens? Qu'est-ce qu'on appelle un Homo sapiens? On a plein de définitions d'Homo sapiens, et donc forcément, suivant les définitions qu'on va utiliser, on va avoir des dates d'apparition d'Homo sapiens qui sont différentes. La date de divergence avec Néandertal, on la date autour de 800 000 ans. Donc la lignée sapiens, elle apparaît il y a à peu près 800 000 ans. Ensuite, on va avoir un certain nombre de fossiles qui, petit à petit, les uns après les autres, vont acquérir de plus en plus de traits dérivés sapiens. Et ensuite, nous, en génétique, ce qu'on va utiliser comme date d'apparition d'Homo sapiens, c'est la date à partir de laquelle les différentes populations sapiens vont commencer à se différencier. Et ça, c'est une date qu'on date autour de 250-300 000 ans, à peu près. Alors, elles commencent à se différencier, c'est pas pour autant, on a vu qu'il n'y a pas du flux de gènes qui se passe entre ces différentes populations, mais voilà, elles ne sont plus dans la même population, on commence à avoir différentes populations. Je vois qu'il y a une autre question sur comment les analyses génétiques peuvent être comparées à partir d'échantillons très fragmentés. Effectivement, en ADN ancien, c'est compliqué, l'ADN est très endommagé et très fragmenté, il est en très faible proportion parce qu'on est contaminé par beaucoup d'ADN environnemental. Donc, les analyses paléogénétiques sont souvent assez compliquées. Mais ce n'est pas le cas dans tous les génomes. On a des génomes pour lesquels l'ADN est très bien préservé. Les premières études que je me rappelle, ça avait été une analyse assez dingue, mais un des premiers papiers sur cette question justement de la migration au moment du néolithique, c'était 2 génomes, un d'un chasseur-cueilleur mésolithique, l'autre d'un fermier néolithique. On avait une couverture de 20 à 30x, c'est-à-dire que chaque région du génome était séquencée en moyenne 20 à 30 fois. Donc, on avait un génome d'une excellente qualité. Ce n'est pas le cas pour tous les génomes. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va comparer les génomes modernes les uns avec les autres, par exemple pour faire l'ACP que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, on va comparer chaque échantillon ancien avec les génomes modernes. Donc là, on va avoir, je ne sais pas, quelques centaines de milliers de positions qui vont être séquencées pour chaque génome ancien, donc qui vont donner des informations comparées au génome moderne. Et ensuite, c'est la distance au génome moderne qu'on va comparer entre les génomes anciens. Je ne sais pas si je suis très claire, mais grosso modo, voilà, en passant par ce filtre des génomes anciens, des génomes modernes, on arrive à travailler sur ces échantillons anciens. Ceci dit, on a quand même généralement des génomes qui sont d'une qualité qui n'est pas si terrible que ça, au final, vu le nombre. Alors, est-il possible d'avoir une approche à plus petite échelle pour déterminer les origines régionales métropolitaines, basque, breton, auvergnat, etc. Oui, ça a été fait en Angleterre.
Donc, pour ça, il va falloir effectivement des génomes de très bonne qualité, parce qu'on va aller regarder des différences qui sont extrêmement subtiles. Et en Angleterre, en séquençant des génomes avec une couverture de 30-40x pour beaucoup d'individus issus de partout, ils ont réussi à avoir une structuration région par région, voire même quasiment village par village de la population anglaise. Il n'y a pas eu d'études actuellement aussi fines qui aient été faites sur la France. Je sais qu'il y a un projet en cours, je sais qu'ils se sont fait refouler par l'ANR cette année. Il y a donc en particulier un laboratoire à Brest et un laboratoire à Nantes qui s'intéressent à ces questions-là. Ils ont des données préliminaires déjà, alors en particulier sur la Bretagne, vu leur localisation, et qui montrent une très forte structuration entre la Bretagne qui parle le breton et la Bretagne qui parle le gallo, par exemple. Donc avec un flux de gènes lié à la langue qui est visiblement très, 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 très important. On a également donc donc ils sont quelques données également sur le reste de la France où on voit qu'on a une différenciation nord-sud assez importante et avec en particulier, j'essaie de me rappeler parce que j'avais vu une conférence qui était extrêmement intéressante, en particulier deux barrières au flux de gènes qui sont constituées par la Garonne et par la Loire. Donc voilà, un jour on y arrivera sans doute. Mais pas encore. Par contre, en ADN ancien, on aimerait pouvoir faire ce genre d'approche, mais là, nos génomes ne sont pas, on n'a pas assez de finesse dans le séquençage des génomes qui ne sont pas assez couverts, pas assez d'individus pour chaque population pour arriver à obtenir le même genre de finesse. Du coup, ces analyses régionales, elles sont faites sur des génomes de population actuelle. Oui, des génomes de population actuelle, donc des gens qui On ne va pas regarder dans les ossuaires d'anciens cimetières ou des choses comme ça. Non, on aimerait le faire. Hein. D'ailleurs, si l'ANR nous entend, ils peuvent nous donner des sous pour le faire. Non. Là, c'est des génomes d'actuels, en gros, d'une cohorte d'individus qui ont été donnés qui ont accepté de participer à ce type d'analyse et qui ont été en particulier échantillonnés donc, dans les villes de Bordeaux, je ne sais plus, je vais pas dire, il y a Clermont-Ferrand, Marseille, non, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans 3 villes réparties un peu partout en France, dans 3 régions de la France, pour faire ce type d'analyse. Donc, nous, on aimerait mener ce type d'approche. Il y a de plus en plus de données paléogénétiques qui sortent sur la France. Nous, on aimerait faire une approche un peu plus fine, un peu plus régionalisée sur le bassin parisien. Pourquoi le bassin parisien? Déjà parce qu'on travaille à Paris, donc c'est plus facile d'aller sur les sites archéologiques. Et puis également parce que souvent, quand on fait des études de la diversité génétique dans une population, on va, en particulier pour avoir ce type de différenciation inter-individuelle, on va demander des gens dont les 4 grands-parents proviennent de la région, sont nés à moins de 30 km les uns des autres, pour éviter d'avoir des biais liés au flux de gènes récent. Or, la région parisienne, je pense pas qu'on doit trouve pas être facile à trouver, beaucoup de Parisiens dont les 4 grands-parents sont nés à 30 km les uns des autres. Donc, l'idée, c'était un peu de compléter ces approches qui peuvent être faites ailleurs en France où il y a peut-être moins de brassage et donc d'avoir, via l'ADN ancien, de différentes périodes archéologiques. Non, c'est pas facile. À Paris, je ne sais pas comment ils envisagent de faire. Je pense que c'est pas loin d'infaisable. Hein. Les génomes anciens, les plus anciens encore exploitables. Pour Sapiens, c'est Oustichim, 50 000 ans. Là aussi, on a un génome avec une très très bonne couverture, qui est de très très bonne qualité, mais on n'arrive pas à remonter plus ancien parce que même en incluant les Africains. Oui, mais le problème, c'est qu'en Afrique, il fait chaud. Donc, l'ADN ancien, en Afrique, le plus ancien, il a 2000 ans, 3000 ans, mais on ne pourra pas remonter aussi loin. Donc, en fait, avant, on n'a pas de sapiens dans les régions dans lesquelles on peut exploiter de l'ADN. Pour Néandertal, Denisova, donc dans la grotte de Denisova, qui est un vrai coffre-fort à ADN, dans lequel le climat est très froid, l'ADN se préserve très bien. On a des échantillons de Denisoviens qui remontent à 120, 130 000 ans. Qui ne peuvent pas être datés par le carbone 14, là, parce que la datation carbone 14 s'arrête à 40 000 ans, 40-50 000 ans. Donc là, c'est daté par l'ADN, donc on a une certaine imprécision quand même sur la datation, mais on est dans cet ordre de grandeur-là, de 120 000 ans. Les fragments de génome les plus anciens qui ont été obtenus n'ont été pour un Homo heidelbergensis daté de
300 000 ans qui a été retrouvé en Espagne, mais là, on n'a pas un génome complet. Là, on a vraiment des petits bouts d'ADN éparpillés un peu dans le génome. Et puis, alors, sur les génomes non humains, on avait un recordman qui était un génome de cheval retrouvé dans le Yukon, à la frontière entre le Canada et l'Alaska, qui était autour de 650 000 ans, mais là, dans un climat très, très froid. Et ce record a été explosé il y a quelques mois par le séquençage d'un génome de mammouth à 1,2 million. Le nombre de génomes anciens qui ont été étudiés, alors j'ai plus le compte précis maintenant, je le tenais à une époque, et puis là on en est à plusieurs milliers, 3 000, 4 000. Alors en près, qu'est-ce qu'on appelle ancien, hein? Parfois il y a des génomes anciens qui sont relativement récents. J'ai le souvenir d'une étude qui a été faite en Islande sur des génomes qui avaient 300, 400 ans, ou une étude récente qui a été faite en Sibérie sur des génomes qui avaient 150, 200 ans, donc ils sont quand même relativement récents. Mais voilà, donc sur le monde entier, on est autour de 3 à 4 000 génomes, pas complets, hein, beaucoup sont partiels, voire même très partiels, mais en tout cas 3 à 4 000 individus pour lesquels on a des données génétiques. Il y a un laboratoire à Harvard qui s'est mis dans la tête de tenter de séquencer le génome de l'ensemble des restes humains qui ont été retrouvés lors de fouilles archéologiques. Voilà. Je ne sais pas s'il y arrivera. Moi, j'espère pas, parce que moi aussi, j'aimerais bien pouvoir étudier certains de ces génomes. Moi, j'ai une question, Céline. C'est dans les remplacements de population, est-ce qu'on arrive à avoir des informations sur comment ces remplacements se font et à quel... C'est-à-dire, d'abord, est-ce que c'est violent, est-ce que ça se fait par la violence ou est-ce que ça se fait par intégration progressive? Et est-ce qu'on sait si ça se produit sur des périodes de quelques années ou quelques dizaines, centaines d'années? C'est une très, très bonne question. Extrêmement intéressante. Et oui, alors pas sur Néandertal. Sur Néandertal, on n'a pas assez de données pour arriver à travailler dessus. Sur le métissage entre... Alors, déjà, sur la partie néolithique, l'arrivée des agriculteurs anatoliens, on sait qu'ils progressent en Europe, alors à peu près à 20 km par génération. Attendez, je voulais remonter en arrière. Ici, sur cette carte, on voit un petit peu, on voit qu'il y a des moments où ça s'arrête, puis il y a des moments où ça va plus vite. Donc, les lignes foncées, c'est un peu les moments où ça s'est arrêté. Lorsqu'on a beaucoup d'écart entre les lignes, c'est des moments où ce peuplement a été plus rapide. Et le métissage avec les chasseurs-cueilleurs, c'est fait pendant toute la durée du néolithique, c'est-à-dire que ça commence dès le début. On a un métissage progressif, sans doute assez faible, et on arrive à retrouver des individus qui sont issus de métissage très récents avec des chasseurs-cueilleurs, y compris à la toute fin du néolithique. Donc pendant ce métissage, pendant quelques milliers d'années, il se produit de cette façon continue avec les populations de chasseurs-cueilleurs locaux. Voilà. Des cohabitations longues, a priori. A priori, une cohabitation très longue. Alors, on ne sait pas où sont les chasseurs-cueilleurs, parce que je pense que les archéologues, on leur aurait dit à ce moment-là, vous avez des chasseurs-cueilleurs, en tout cas des descendants des chasseurs-cueilleurs mésolithiques. Jusqu'à la fin du néolithique, nous auraient pas cru, parce qu'eux ne retrouvent pas de traces. Après, il faut bien garder en tête quand même qu'une habitation de chasseurs-cueilleurs, elle est quand même beaucoup plus légère et elle laisse beaucoup moins de traces sur le plan archéologique qu'une habitation d'agriculteurs. Le métissage avec les populations des steppes, là, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus brutal, j'ai envie de dire, mais ça s'arrête. C'est-à-dire qu'à la fin du néolithique, début de l'âge du bronze, on a ce métissage avec les populations des steppes dans toute l'Europe du Nord qui se fait de façon très, très rapide, très intensive. Mais par contre... C'est quoi rapide? L'ordre de grandeur? Quelques centaines d'années, quelques centaines d'années. En revanche, pendant très longtemps, pendant tout l'âge du bronze, on n'en voit pas de traces dans le sud de la France. Et c'est à la fin de l'âge du bronze que ce métissage se poursuit. Alors ensuite, la question de vraiment comment ça s'est fait, c'est une question qui est très ouverte, avec beaucoup de données de différents types qui vont arriver. Déjà, c'est un métissage qui est principalement médié par les hommes. C'est-à-dire qu'on a compté qu'il y avait 17 hommes des steppes qui participaient au métissage pour une femme. On n'en voit quasiment aucune trace sur les marqueurs mitochondriaux qui sont transmis par les femmes. En revanche, le chromosome Y de 90% des hommes européens actuels descend des populations des steppes. Donc, il y a eu vraiment quelque chose qui était extrêmement biaisé en termes de sexe. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est un point génétique. Excusez-moi, ça suggère que c'est peut-être des guerriers ou... Enfin, j'y viens. Effectivement, à la fin du néolithique,
on voit de plus en plus de villages qui ont des murailles, on va s'installer sur des oppidums un peu fortifiés, tout et tout, ce qui laisse sous-entendre qu'on a une augmentation dans la violence. Et effectivement, on voit on a quelques exemples de publications d'individus d'ancestries fermiers néolithiques européens qui sont morts de morts violentes, à peu près au moment où ils arrivent. Donc ça irait dans l'idée qu'effectivement, on a des hordes sauvages de guerriers qui descendent sur l'Europe. Mais il y a d'autres événements qui vont dans une autre direction. Le premier, c'est qu'en fait, à la fin du néolithique, il n'y a plus grand monde en Europe. En tout cas, on n'a plus beaucoup de morts. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a une baisse de la densité de population qui pourrait être due, par exemple, aux premières épidémies de peste? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a toujours autant de monde qui vit, mais ils font autre chose avec les cadavres? Ils ne les enterrent pas dans des grandes nécropoles, ils les brûlent, ils les exposent aux animaux sauvages, etc. etc. Je ne sais pas, mais ce qui fait qu'on ne va plus retrouver de morts. Mais c'est quand même une question qui s'ouvre. Donc peut-être que l'Europe, à ce moment-là, il n'y avait plus grand monde et qu'au final, ces éleveurs des steppes, ils sont venus là parce qu'il y avait de la place, quoi, parce qu'il y avait du terrain à prendre. Un dernier point qui va peut-être à l'encontre de cette question de la violence armée, on va dire, c'est que à cette période-là, la diffusion des populations des steppes s'est associée culturellement à un autre phénomène qu'on appelle le phénomène campaniforme. Alors, je ne suis pas archéologue, donc je vais dire avec mes mots, peut-être que mes collègues archéologues pousseraient des grands cris, mais c'est quelque chose qui est, je trouve, assez complexe. C'est-à-dire qu'en parallèle des populations néolithiques classiques et des individus qui sont enterrés de façon classique, etc., on voit se développer une classe d'individus avec une très grande homogénéité dans les armes, qui sont enterrés de la même façon, une très grande homogénéité dans les poteries avec lesquelles ils sont enterrés. Donc, on a appelé les campaniformes, mais qui sont en parallèle de tout ça. Et ce phénomène campaniforme se retrouve dans toute l'Europe, du Danemark à l'Espagne, en Italie, en Angleterre, en France, en Allemagne, etc. etc. Certains suggèrent qu'il dérive d'Allemagne, et donc ça pourrait être diffusé avec ces populations des steppes. D'autres suggèrent qu'ils viennent du Portugal, dans lesquels on n'a pas du tout d'ancestrie des populations des steppes à ce moment-là. D'autres suggèrent qu'en fait, c'est un mélange culturel entre ces influences allemandes et ces influences ibériques. Et on a de toute façon des individus enterrés comme les campaniformes, mais avec aucun génome des steppes à l'intérieur. Donc potentiellement, ce phénomène campaniforme, j'ai lu ça, une explication qui disait que c'était des commerçants, en fait, qui s'identifiaient de cette façon-là, qui avaient un certain nombre d'étapes de collègues commerçants chez lesquels ils pouvaient aller. Et voilà, donc peut-être ça a aussi contribué à la diffusion génétique de cette ancestrie des steppes. Donc grosso modo, je veux dire, ce qui se passe à cette période de transition néolithique âge du bronze, c'est sans doute une des choses les plus passionnantes à étudier, à mon avis, en proto-histoire en ce moment. Mais on a encore énormément de questions ouvertes sur la manière dont ça s'est fait. Et dernier point, si on a beaucoup d'ancestries hommes des steppes, c'est pas forcément qu'ils ont tué tous les autres hommes, c'est peut-être aussi tout simplement qu'ils avaient plus d'enfants. Si on a un système où on a un héritage un héritage des biens qui passe par les hommes et le fait d'obtenir ces biens qui permet d'avoir plus d'enfants à la fin, vous imaginez bien que certaines familles vont pouvoir diffuser leur chromosome Y de façon extrêmement rapide au reste de la société. Donc voilà, on a plein de questions qui restent ouvertes, mais là on peut dire, je trouve que en tout cas la paléogénétique a ouvert toutes ces questions qui semblaient un peu obscures ou inattaquables avant, et on va pouvoir s'intéresser maintenant pas seulement à la manière dont les objets sont échangés, mais à qui étaient les gens qui échangeaient ces objets. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a quand même finalement beaucoup de populations humaines qui ont habité à une période ou une autre l'Europe et qui n'ont rien laissé. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Que ce soit principalement les populations du Paléolithique et même les populations du Mésolithique. Enfin, je veux dire, si on n'a que 5% de notre génome qui dérive de ces populations-là, c'est vraiment qu'ils n'ont pas laissé grand-chose. Les yeux bleus. Ouais, c'est ça. Et on a des explications potentielles sur pourquoi ils ont laissé si peu de choses? C'est surtout que les autres ont pris beaucoup de place. C'est-à-dire qu'avec le néolithique, on a toutes les populations qui sont passées au néolithique d'une façon ou d'une autre, où que ce soit dans le monde, sont parties en croissance exponentielle de la population. Sans doute parce que ça permet... Alors, quand on est nomade, c'est pas pas super efficace d'avoir beaucoup d'enfants qu'il va falloir porter sur les épaules quand on va devoir se déplacer de plusieurs kilomètres ou de plusieurs dizaines de kilomètres.
Déjà, avoir des enfants... donc, il y a un contrôle des naissances, y compris encore aujourd'hui, si on prend les pygmées, ils ont souvent 4-5 ans d'écart entre les naissances, de façon à ce que l'aîné soit capable de marcher de façon relativement efficace avant qu'on refasse un deuxième enfant, un deuxième tout petit. L'autre aspect, je pense, qui est également à prendre en compte, c'est qu'avec le néolithique vient l'élevage. Avec l'élevage, et dès le début de l'élevage, on a la traite du lait. Donc en fait, les femmes vont peut-être être obligées d'allaiter moins longtemps leurs petits, pas jusqu'à 4-5 ans comme c'est physiologiquement nécessaire chez les petits humains, mais au bout de quelques mois, remplacer le lait maternel par du lait de bétail et donc redevenir fertile et donc pouvoir recommencer, rapprocher les grossesses. Et puis, on a un peu plus de sécurité dans l'apport énergétique, on a un peu moins de famine, a priori. En tout cas, on est capable de faire subsister une plus grande population. Donc, on a tous ces arguments qui vont pour expliquer la question de la croissance de population au moment du néolithique. Et donc, le fait qu'on descend massivement des agriculteurs éleveurs du néolithique parce qu'ils ont fait massivement des enfants, alors que les autres en faisaient moins. Justement, à propos de démographie, si on remonte au moment de la sortie d'Afrique, tu as évoqué le goulot d'étranglement il y a 50 000 ans. Je n'ai pas vu sur le graphique, c'était un effectif de population de combien? Alors, c'est une taille efficace de population. Donc, ce n'est pas la taille sensus stricto. Suivant les études, on va être sur des tailles efficaces de population de 5 à 10 000 individus. C'est très, très peu. Donc, c'est très, très, très peu, oui. Ça veut dire que toute la population non africaine mondiale descend de 5 000 personnes. En termes de taille efficace de population. D'une population qui, sous Hardy Weinberg, ferait 5 000 individus. Mais on n'est pas forcément sous Hardy Weinberg. Oui, c'est ça, d'accord. Donc, oui. Alors, après, on peut multiplier, j'en avais discuté avec Evelyne hier, on peut déjà multiplier par 3, parce que déjà, ces 5 000 individus, c'est les populations fertiles. Donc, on va dire qu'on en a un tiers qui ont moins de 20 ans, un tiers qui ont plus de 40, 50, 60, donc qui sont devenus infertiles. Mais c'est quelques dizaines de milliers d'individus, je pense, à vue. Et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas beaucoup de fossiles à la fin. Enfin, je veux dire, il faut fouiller au bon endroit pour retrouver leur squelette. C'est peu nombreux à cette période. Ouais. C'est incroyable. Oui, c'est assez. Qu'on soit tous aussi proches. Mais même, alors, je ne sais pas comment je reviens en arrière. Là, j'ai plus les chiffres en tête, mais quand on regarde la taille de population initiale de Sapiens, on est autour de 20-30 000, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas non plus énorme. Bon, à garder quand même en tête qu'on est sur des tailles efficaces et pas des tailles sensu stricto. On a des idées de comment cette sortie d'Afrique se fait? Non. Non. On sait qu'il n'y en a qu'une. On sait si ça se fait rapidement, lentement. Non, on ne sait pas. C'est 15 000 personnes, là, comment elles sortent? Non, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne retrouve pas de squelette, on ne retrouve pas de fossiles. Alors, il y a des fouilles qui sont faites en Arabie Saoudite. Alors, en plus, ce n'est pas des régions qui sont très faciles, en plus, disons-le, pour monter des missions. Mais il y a des fouilles qui sont faites en Arabie Saoudite pour trouver des outils. Après, quand on trouve des outils, est-ce que c'est cette sortie? Parce qu'il y en a sans doute eu d'autres des sorties d'Afrique, mais juste elles n'ont pas donné de descendants, c'est des cul-de-sac. Donc est-ce que c'est des sorties d'Afrique cul-de-sac? Est-ce que c'est celle de ces ancêtres-là? On ne sait même pas si elle s'est passée par le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite et le Moyen-Orient, l'Iran, ou si elle est passée par le Proche-Orient. On ne sait pas. Et ça... la paléanthropologie s'y attelle. La génétique a un peu plus de mal, parce que surtout la paléogénétique, il n'y a pas d'ADN. Enfin, c'est des conditions qui sont trop difficiles pour la préservation de l'ADN. Mais donc non, on ne sait pas très bien. Et on ne sait pas très bien ce qui se passe après. Alors on commence à avoir un peu plus de données, mais il semblerait que assez rapidement, on ait un peuplement. Donc très rapidement, on a un peuplement de l'Océanie. Et on retrouve des individus à 40 000 ans en Australie, qui ont le même ADN mitochondrial que les aborigènes d'Australie actuels. Donc, eux sembleraient vraiment descendre de cette première phase de peuplement de l'Océanie. Ça veut dire qu'ils ont été très, très vite quand même. Ils ont été très, très vite. Alors, voilà. Très rapidement, sans doute le long des côtes,
ils rencontrent des Denisoviens, on ne sait pas très bien où, on ne sait pas très bien quand, mais quelque part dans le sud de l'Asie. Ils se métissent avec et hop, ils partent en Océanie. Et on a une certaine stabilité là, en tout cas pour les aborigènes d'Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc., etc. Assez rapidement aussi, on a un peuplement de l'Asie de l'Est, puisqu'on a un génome qui a 40 000 ans, qui a été retrouvé en Asie de l'Est et qui est ancestral, on va dire, ou très très proche des populations d'Asie de l'Est actuelles. Donc ça, c'est assez clair. En revanche, l'Europe, on l'a vu, hein, l'Europe joue un petit peu de façon récurrente comme une espèce de cul-de-sac. On va recevoir les vagues de migration qui viennent d'autres régions de l'Eurasie. Puis après, où ils vont réussir à se métisser avec la vague suivante, où ils ne vont pas réussir et ils vont s'éteindre. Mais ça joue un petit peu comme ça. Donc on a cette première population qui ne donne rien, Oasé-1 et ses comparses. Ensuite, on a les Aurignaciens qui vont visiblement réussir à donner quelque chose, puis les autres populations dont j'ai parlé. Mais là, on est relativement tardivement, en fait. L'autre chose qu'on voit, c'est également des flux de gènes grande distance, puisqu'on va retrouver, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est dans le génome des Aurignaciens, une quantité significative de leur génome qui provient de cette population d'Asie de l'Est. Donc des flux de gènes quand même, après c'est des populations qui sont mobiles, hein, qui sont nomades, donc des flux de gènes grande distance à travers l'Eurasie qui se produisent. Et puis le dernier point, c'est le génome de Malta, qui a été retrouvé quelque part en Sibérie, qui est une petite fille, je crois encore, qui est issue d'un métissage entre une population qui se rapproche de Kostenki, de ce cluster d'Eurasie de l'Ouest, on va dire, et la moitié de son génome qui se rapproche de cette population, l'autre moitié qui se rapproche de la population asiatique et qui va donner naissance aux populations sibériennes et donc à celles qui ensuite vont passer le détroit de Bering et partir en Amérique. Donc on a tous ces mouvements qui se produisent au Paléolithique, mais encore une fois, on n'a pas beaucoup d'informations. On a sans doute un grain qui est extrêmement médiocre pour étudier ça. En tous les cas, c'est fascinant d'imaginer qu'avec les moyens de locomotion de l'époque, les traversées continentales n'étaient visiblement pas si rares, quoi. En tous les cas, même au grain. Ouais. Alors peut-être pas à l'échelle d'une génération. Non, c'est ça. Et puis c'est peut-être des sauts de puce. C'est X qui se métisse avec Y, qui se métisse avec Z, et puis petit à petit, le flux de gènes se produit aussi de cette façon-là. Après, je ne suis pas sûre que c'était très, très différent de tous les aventuriers qui faisaient la route de la soie. Voilà, ils n'avaient pas de cheval, ils n'avaient pas de chameau, mais bon, ils avaient le temps pour eux, quoi, la durée. Ouais. Je crois qu'il restait une question du côté du Q et R. Je crois qu'on n'a pas répondu à la question. Ah, j'ai pas vu, alors j'avais... Voilà. Il n'y a pas de souci. Les transferts de matériel génétique par les virus peut-il être distingué facilement des flux liés à la reproduction? Oui, parce qu'un virus, s'il transmet du matériel génétique, ça va être de toute petite taille dès le début, alors que à la reproduction, on va transmettre des moitiés de chromosomes complètes. Donc, si je reviens sur l'exemple que j'avais donné d'Oasé 1, hop là, on voit que un virus n'aurait pas pu transmettre un fragment du génome aussi important. Et ce qu'on voit là, typiquement sur Néandertal sapiens, quand j'ai parlé des autres métissages qu'on peut se produire, on peut aussi faire des analyses haplotypiques. Alors, c'est moins facile parce qu'on n'a pas 800 000 ans de divergence entre les deux lignées, mais on y arrive quand même et voir qu'on a des gros fragments du génome qui sont transmis, ou des chromosomes complets comme le chromosome Y ou l'ADN mitochondrial. Super. Merci en tout cas. Je crois qu'on avait du coup répondu à toutes les questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Céline. Oui. Un grand merci à vous Céline, Samuel et Stéphane aussi d'être toujours présents avec nous. Merci à tous d'avoir écouté avec intérêt et pour vos questions, toujours vos retours, etc. Lors de ces mercredis des sciences. Je vous retrouve dès demain avec l'enregistrement de cette conférence et avec donc tous les liens, comme toujours, qui vous seront utiles. Et on vous retrouve très vite aussi du côté du manuel numérique Max avec l'ensemble des contenus de la conférence et des ressources additionnelles. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à très bientôt. Merci à bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt.